Bonjour tout le monde, merci d'être là, d'écouter cette vidéo, merci de me suivre. Je vous encourage donc, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de liker, de partager, de commenter, de mettre un pouce en haut, en bas, comme vous voulez, et de partager, de partager de préférence cette vidéo, de la commenter, n'hésitez pas, et d'activer la clochette si vous le souhaitez. Voilà, nous allons parler aujourd'hui d'un roi particulièrement, on va dire assez intéressant. Il s'agit de François II. Et on va voir qui est ce roi, comment, comment se déroule après les massacres de la Saint-Barthélemy, après, qu'est-ce qu'on a vu, différents sujets entre, bon, ça y est, je vais pas arriver à le dire, entre Henri Ier et François II. Donc ou Henri II, je ne sais plus. Il s'est passé pas mal de choses. Alors, je commence. Alors, François II, donc il est né le 19 janvier 1544, mort le 5 décembre 1560. Roi de France, il règne donc de 1559 à 1560, bien sûr. Date de sa mort, bon, sans incident propre apparemment. Alors, fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, dont on a parlé, n'est-ce pas? Il naquit à Fontainebleau le 19 janvier 1544, sous le règne de François Ier, son aïeul. Il épousa en 1558 Marie Stuart, reine d'Écosse et nièce des Guises, dont le crédit était déjà puissant et l'ambition redoutable. Ce mariage, projeté depuis 10 ans, fut célébré avec magnificence. Les ambassadeurs d'Écosse, au nom des États, déférèrent à la couronne déférèrent donc la couronne à l'époux de leur reine, qui prit le titre de roi dauphin. François II donc monta sur le trône le 10 juillet 1559. Il était alors dans sa 7e année et par conséquent, il avait atteint l'âge fixé pour la majorité des rois. À 7 ans. Non, 16 ans. Ah oui, d'accord. Des rois de France, donc. Mais une santé chancelante, un caractère timide, un esprit lent, un peu cultivé, excusez-moi, le rendait peu propre à gouverner le royaume menacé d'un prochain ébranlement. Le trésor était obéré, le calvinisme vainement combattu par les rigueurs du dernier règne étendait de jour en jour ses conquêtes et comptait parmi la noblesse d'illustres prosélytes. François II, donc une gravure, comme vous le voyez. Alors, aux sectateurs de la nouvelle doctrine, naturellement opposés à la cour, se joignaient des personnages d'un grand nom qui avaient occupé des charges des plus importantes, sous François Ier et sous Henri II, et qui supportaient impatiemment la domination des Guises. Les deux aînés de cette famille avaient en main toute la puissance. François duc de Guise régnait sur l'armée et le cardinal de Lorraine disposait des finances et des affaires de l'Église. Voyons. Alors, les princes du sang, Antoine de Bourbon, roi de Navarre, et son frère, le prince de Condé, ne voyaient pas sans une profonde jalousie un trône qu'ils regardaient comme leur héritage occupé par d'ambitieux étrangers. Sous le nom d'un roi sans force et sans expérience, Catherine de Médicis ne cherchait qu'à entretenir les divisions. La jeune reine, maîtresse du cœur de son époux, était elle-même gouvernée par les Guises. Ses oncles et le roi semblaient voués à une tutelle éternelle. Il fut sacré à Reims par le cardinal de Lorraine, 21 septembre 1559 donc. Cette solennité fut une nouvelle occasion de triomphe pour l'Église. Ils déterminèrent le roi à céder au duc de Lorraine, leur neveu, la souveraineté du duché de Bar.
On murmurait, on voyait avec scandale le cardinal de Lorraine accumuler les bénéfices et jouir avec faste d'une fortune immense qu'on supposait être le fruit de ses malversations. Oui, ça, l'Église, bon. Il n'y a pas que les princes, vous voyez. Alors, des écrits anonymes dans lesquels on accusait les Guises d'usurper la puissance royale, entretenaient le mécontentement public et irritaient la cour. Ces écrits étaient attribués aux protestants et les persécutions religieuses redoublaient d'activité. Il fut établi dans chaque parlement une chambre ardente, ainsi nommée parce qu'elle condamnait au feu les hérétiques. Ah oui, là nous sommes en pleine guerre des religions, et parmi lesquelles les druides, les odinistes étaient bien entendu accusés de sorcellerie, de magie noire, enfin bon, j'en passe. C'est ça les chrétiens, vous voyez, aussi bien protestants que catholiques. Hein. Alors cependant, la santé du roi se raffermissait. Il fut délivré d'une fièvre lente qui depuis longtemps le réduisait à un état de langueur. On s'attendait à le voir bientôt saisir les rênes de l'État et s'affranchir de l'ascendant des Guises. Mais cet effort, qui eût exigé toute l'énergie d'une volonté puissante, ne pouvait être teinté par l'indolent François II. Une passion unique consumait le peu de chaleur qu'avait son âme, c'était son amour pour Marie Stuart, la plus belle et la plus aimable princesse de l'Europe, les exercices de la chasse, quelques voyages dans les maisons royales occupaient les instants qu'il ne passait point auprès de la jeune reine. Oh la pauvre! Tout concourait à l'éloigner des affaires de la cour, et à consolider ainsi entre les mains des Guises une autorité qui rappelait trop le règne des maires du palais. Oui, ça c'était autant des Mérovingiens. On vit le cardinal de Lorraine en abuser avec une insolence brutale. La cour était à Fontainebleau. Un grand nombre de gentilshommes et des gens de guerre, y venaient de toutes les provinces solliciter des grâces et des récompenses. Pour se délivrer de leur importunité, le cardinal de Lorraine fit dresser une potence aux environs du château et publier à son de trompe un édit du roi par lequel il était enjoint à tous ceux qui se trouvaient à Fontainebleau pour présenter des demandes d'en sortir dans les 24 heures sous peine d'être pendus. Oh ben dis donc. Wow, l'église était sévère. Hein. Je crois que l'église était bien plus sévère que le parti séculier, royal ou autre. Vous voyez, l'église était beaucoup moins indulgente, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin bon. Une insulte aussi atroce révolta la nation et fut la principale cause de la conjuration d'Amboise. L'histoire laisse douter quels furent les auteurs de cette levée d'armes, prélude des guerres civiles qui ensanglantèrent la France sous les derniers Valois. Une trame dont les fils aboutissaient à presque tous les points du royaume et correspondait avec l'Angleterre, la Suisse et l'Allemagne, fut ourdie avec le plus grand mystère. La cour recevait des avis alarmants, mais vagues et incertains. On savait que des assemblées secrètes se tenaient à Vendôme, chez le roi de Navarre et à la Ferté-sous-Jouarre, chez le prince de Condé. Mais on était loin de soupçonner l'imminence du péril. La conspiration était près d'éclater lorsqu'elle fut découverte. Un avocat protestant comme Avenel se fit introduire auprès du cardinal de Lorraine et l'avertit d'un complot formé pour surprendre la cour qui se trouvait à Blois, ville ouverte et mal gardée.
On voulait surtout s'emparer des Guises. Sur 600 conjurés étaient en marche, une partie des provinces devait prendre les armes et même le même jour. Quel était le chef de cette entreprise? Un gentilhomme périgourdin nommé Barry de la Renaudie, qui lui-même avait confié à Avenel le secret de la conspiration, mais le nom des principaux conjurés, leur force, leur nombre, leurs moyens d'exécution étaient encore autant de mystères. Le cardinal, épouvanté de cette confidence, s'efforçait de ne pas y croire. François II lui demandait conseil et ne voyait dans ses yeux que trouble et qui résolution. Les deux reines étaient tremblantes. Ah, ben ça. Le seul duc de Guise montrait du calme et de l'intrépidité, et sa prévoyance, son activité, au défaut de renseignements positifs, lui suggérèrent de salutaires mesures. Il conseille, ou plutôt il ordonne, au roi et aux deux reines de quitter Blois et de se rendre au château d'Amboise, où il sera plus facile de se défendre. Il arme tout ce qu'il peut réunir de soldats, de gentilshommes, de domestiques, et se repose du reste sur sa valeur. La cour attendait l'événement sans savoir de quel côté venait l'orage. On se perdait en conjectures. Les soupçons se portaient principalement sur les Châtillons, qui professaient ouvertement le calvinisme, sur le roi de Navarre et plus encore sur le prince de Condé, dont on connaissait le mécontentement et l'humeur turbulente. L'amiral de Coligny fut mandé, il déclara, en présence de la reine mère et du chancelier Olivier, que la tyrannie des princes lorrains et les violences exercées contre les protestants avaient seuls armé les sujets du roi, qu'il fallait éloigner les Guises et adoucir la rigueur des lois contre les religionnaires. C'est encore long? Oui, c'est encore un peu long. Les coreligionnaires. Alors le roi fut ébranlé. Qu'ai-je donc fait à mon peuple, dit-il aux Guises, pour qu'il attende à mes jours? Je veux entendre ses doléances et y faire droit. J'entends dire partout on n'en veut qu'à vous. Ne saurais-je donc pas qui de vous ou de moi est l'objet de la haine publique? Le chancelier Olivier proposa des moyens de douceur. La reine mère se rangea de son avis. Le roi publia en faveur des calvinistes un édit d'amnistie dont furent exceptés les prédicants, donc les prédicateurs, et les auteurs de la conjuration. Cependant, la Renaudie marchait sur Amboise et devait l'attaquer le 16 mars 1560. Un des conjurés, Lignières, trahit ses compagnons et livra leur plan à la cour. Alors le duc de Guise fut certain de la victoire. Il envoya des ordres dans toutes les provinces pour arrêter les insurrections partielles. La Renaudie périt dans le combat de la main de son parent, le baron de Pardaillan. Un autre chef, Castelnau, qui occupait le château de Noisin, fut forcé de capituler. Les prisonniers périrent dans les supplices. Les uns étaient précipités dans la Loire, les autres pendus au mur même du château. Le plaisir de se venger poussa les Guises jusqu'à l'oubli de toute bienséance. Ils furent exécutés, les chefs, sous les fenêtres du roi. Les reines et les dames de leur cour assistèrent à cet affreux spectacle. Enfin, on cessa de faire des prisonniers et, au mépris d'une amnistie, on égorgeait ou l'on pendait aux arbres tout ce qu'on pouvait saisir de rebelles, armés ou de fuyards. Dis donc.
Condé manquait encore à la vengeance des Guises. Ce prince avait reçu l'ordre de se rendre au château d'Amboise, chargé du commandement d'un corps de troupes royales. Il s'était vu forcé de combattre des hommes armés pour sa cause. Les Guises le signalaient au roi comme le chef des rebelles, comme un ambitieux qui en voulait à la couronne et à sa vie. Cette prévention l'emportait sur le bon naturel de François II et excitait en lui une haine violente contre son parent. Mais il n'existe contre le prince de Condé d'autres indices que des positions vagues arrachées par les tortures à quelques-uns des conjurés. Il demanda au roi à se justifier publiquement en présence de la reine-mère, des princes de Lorraine, des ambassadeurs et des princes étrangers. La faction des Guises le vit avec joie se soumettre à une épreuve dont elle ne croyait pas qu'il pût sortir victorieux, mais il évita l'écueil d'une justification difficile. Il s'avança au milieu de l'assemblée et dit d'une voix fière: « Quiconque ose m'accuser d'avoir conspiré contre le roi, si ce n'est le roi lui-même, ou l'un des princes, ses frères, en a faussement et malheureusement menti. Qu'il se présente et, mettant à part ma qualité de prince du sang, je suis prêt à le combattre. » L'assemblée, étonnée de cette apologie chevaleresque, regardait le duc de Guise, à qui s'adressait le défi. Il se leva et pria le prince de l'accepter pour second s'il avait un combat à soutenir. Aucune voix ne s'éleva dans l'assemblée, qui ne savait que penser d'une telle générosité et d'une telle politique. « Sire, dit Condé, avec un moment de silence, puisqu'il n'existe contre moi ni accusateur, ni preuve, ni indice, je vous supplie de me tenir pour un sujet fidèle. » Le roi restait interdit. Le cardinal de Lorraine lui fit un signe. Il rompit l'assemblée. Peu de temps après, Condé fut mis en liberté. Le roi parut persuadé de son innocence. L'édit de Romorantin, suivit de près la victoire remportée sur les protestants. La connaissance du crime de l'hérésie fut par cet édit retirée au Parlement et attribuée exclusivement aux évêques. Au mois d'août de la même année, le roi, d'après le conseil de sa mère, convoqua une assemblée de notables pour prendre leur avis sur les moyens de prévenir les troubles dont la religion était la cause ou le prétexte. Oui, de toute façon. Cette assemblée dura 4 jours. Coligny parla en faveur des protestants et demanda hautement l'expulsion des Guises. Il fut décidé que les États généraux seraient convoqués et se tiendraient à Orléans. Les Bourbons ne s'étaient pas trouvés à l'assemblée de Fontainebleau. Le prince de Condé s'était retiré auprès de son frère dans le Béarn. De son asile, il soulevait les provinces par le moyen de ses agents. Le roi mit sur pied des troupes nombreuses et augmenta sa garde, à laquelle il joignit des Italiens. Peut-être des Lombards, remarquez. Il fit son entrée dans Orléans avec un appareil formidable qui prouvait avec quel soin les Guises entretenaient ces alarmes. Les Bourbons reçurent l'ordre de se rendre aux États d'Orléans. On les assura qu'il n'y avait aucun danger donc, pour leur liberté ni pour leur vie. Ils obéirent sur la foi de la promesse royale et ils furent arrêtés. Une commission nommée pour juger le prince de Condé le condamne à mort. Éléonore de Roye, épouse de ce prince, était venue se jeter aux genoux du roi
pour implorer la grâce de son Seigneur. Marie: non, répondit François II, je ne ferai jamais grâce à un parent qui a voulu m'ôter la couronne de la vie et la vie. L'historien de Tout rapporte, mais avec l'expression du doute, que le duc de Guise, dans le temps où il poursuivait le prince de Condé, voulut faire assassiner Antoine de Bourbon par le roi de France lui-même, que François II, près d'exécuter ce crime, en eut horreur et ne put s'y résoudre, et que le duc de Guise, indigné de cette faiblesse, s'écria: « Oh, le roi lâche et poltron !» Dis donc, ce fait que de Tout a puisé dans un écrit publié sous le nom de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, ne porte aucun caractère d'authenticité. Les Guises attendaient avec impatience le supplice du prince de Condé. L'exécution devait avoir lieu le 26 novembre. Le roi, pour n'en pas être témoin, était sorti de la ville lorsqu'il fut tout à coup saisi d'un mal violent causé par un abcès qui s'était formé derrière l'oreille. Les médecins désespérèrent de sa vie. Il expira le 5 décembre 1560, âgé de 17 ans, 10 mois et 1 jour, après un règne de 17 mois et 20 jours. Il n'eut point d'enfant de la reine et il laissa le trône à l'aîné de ses frères. Sa mort sauva le prince de Condé. Elle fut attribuée au poison par des bruits populaires si communs dans les temps de trouble, mais la mauvaise santé de ce monarque dispense d'ajouter foi à de telles accusations. Lorsqu'il eut fermé les yeux, l'agitation fut si grande à la cour que ni sa mère, ni ses oncles, ni aucun prince de sa famille ne songèrent à lui rendre les derniers devoirs, et le corps du roi de France fut porté à Saint-Denis, accompagné seulement de 2 gentilshommes qui avaient été ses gouverneurs et de l'évêque de Senlis qui était aveugle. Alors je ne sais pas si on dit gentilhomme ou gentilshommes. On trouva sur le cercueil du roi cette inscription: « Tanneguy du Châtel, où es-tu » Tanneguy du Châtel avait été un des plus fidèles serviteurs de Charles VII. Il vivait loin de la cour lorsqu'il apprit la mort du roi. À cette nouvelle, il sortit de son exil pour rendre à son maître les honneurs funèbres et lui faire à ses frais des obsèques magnifiques. Citer un tel nom, c'était faire une satire sanglante de la conduite des Guises. François II fut en quelque sorte étranger à son règne. L'histoire ne peut ni lui reprocher les malheurs produits par les dissensions des grands, ni le louer pour quelques sages édits, ouvrage des chanceliers Olivier et l'hôpital. Alors l'hôpital, je pense Notre-Dame de l'hôpital. Voilà, chers amis, un petit peu ce que j'avais à dire sur le roi François II. Donc un roi qui n'était pas très courageux, mais pas non plus un mauvais roi, peut-être, pas feignant non plus, non. Non, un roi qui, ma foi, était plutôt doux, voilà. Que dire de plus? Voilà, chers amis, alors si cette vidéo vous a intéressé, ben écoutez, je vous laisse méditer sur les soins que vous pouvez apporter à ma chaîne. Avec le travail que je fais le mieux possible, c'est pas toujours facile, j'ai plus rien qui marche, je n'ai plus de logiciel qui fonctionne, donc je sais pas comment je vais pouvoir même brancher une caméra autre que la GoPro, que je n'arrive même pas à jumeler avec internet, enfin avec l'ordinateur. Bon bref, voilà. Voilà, chers amis, je vais vous laisser méditer, je vous souhaite un bon début de semaine, hein, n'est-ce pas? Je vous dis à très bientôt. Soyez heureux en famille, avec vos enfants, petits-enfants, parents, grands-parents. Soyez bienveillants, pleins d'amour, de paix et de joie avec vos amis, vos collègues de travail. Et on se dit à très bientôt. Au revoir.